Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qui m'a été inspiré par le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, Les Magiciens de Lev Grossman. Il y a quelques années, j'ai eu une révélation féministe. Oh, she said the F-word! Ça a été un peu comme prendre la pilule rouge dans Matrix. Ça change la vision du monde et pas vraiment pour le mieux. Du coup, depuis ce moment-là, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais aborder ce sujet et d'autres qui me tiennent à cœur dans un format ludique. Grâce à Lev Grossman, j'ai ma réponse. Dans ce nouveau format, je vais donc vous présenter un livre et vous expliquer en quoi son message est problématique ou au contraire positif, le tout pour une durée de 5 à 10 minutes. Impossible. Chut. Je ne vous cache pas qu'il est possible que cette vidéo soit un petit peu plus longue parce que malheureusement, les sujets à aborder sont nombreux. Du coup, pour cette première vidéo, on va un petit peu survoler les sujets, mais malheureusement, je sais que j'aurai l'occasion de les développer dans d'autres ouvrages. Mais quel pessimisme! Les Magiciens est le premier tome d'une trilogie de Lev Grossman, dont le premier tome est paru en 2010 aux éditions La Talente. Il a très vite été qualifié d'Harry Potter pour adultes. Quentin est un génie. Il vit à Brooklyn où il s'ennuie profondément. Il est extrêmement fan d'une série de livres pour enfants, Les Chroniques de Narnia, de Fillory. Un jour, il se retrouve à passer un test étrange dans une université mystérieuse. Il apprend que s'il le souhaite, il peut continuer sa scolarité à Bright Bills, qui est une école où on apprend la magie. Pensant que sa vie va prendre un nouveau sens après ça, il accepte. Il va vite se rendre compte que magie ou pas, l'ennui ne s'en va pas. C'est d'ailleurs le thème principal du livre. On a d'ailleurs l'impression que la morale c'est un petit peu que vous ayez de la magie ou pas, vous allez vous faire chier quoi qu'il arrive. Du coup, arrêtez de déprimer parce que vous êtes un moldu et grandissez un peu. Ouais, c'est pas vraiment le genre de choses que j'ai envie de lire. Pendant un moment, on a l'impression que il n'y a aucun fil principal, aucune intrigue et qu'on va se faire chier avec Quentin pendant 500 pages. Mais si on arrive à s'accrocher, la résolution de l'histoire est finalement assez intéressante et surprenante. Bon, par contre il faut s'accrocher, parce que pendant les 3/4 du livre on a vraiment l'impression qu'il n'y a aucune trame narrative. Et du coup on se demande un petit peu ce qu'on fait là et ça donne vraiment envie d'arrêter en fait. Petit point intéressant, on a une histoire qui est montée à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un héros qui découvre peu à peu qu'il a des aptitudes intéressantes et qui finit par faire des choses grandioses, on se retrouve avec un personnage qui est très sûr de lui au début et qui va petit à petit se rendre compte de ses limites. Bon, soyons clairs, vous l'avez probablement compris, je n'ai pas vraiment aimé ce livre. Je me suis sans doute aussi emmerdée que le personnage principal et il y a beaucoup de choses qui m'ont agacée. Et pourtant, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe ensuite, probablement pour savoir si la suite est aussi mauvaise que le premier tome. Et je me dis que je dois être aussi masochiste qu'Eliot. On a 6 personnages principaux. Quentin, Alice, Elliot, Finn, Janet et Penny. On les voit à travers les yeux de Quentin et il se trouve que Quentin se fiche complètement des gens qui l'entourent. Donc voici comment il perçoit les personnes qui gravitent autour de lui. Lui-même tout d'abord, extrêmement intelligent et supérieur à tout le monde. Il est aussi complètement chiant, sexiste et on ne ressent aucune empathie. Oui aussi. Alice est la copine timide, Elliot est gay et masochiste, Janet est une pute. Alerte slut shaming! Penny est un punk et Finn a vu la lumière et est rentré. Non sérieusement, on en sait à peine plus sur les personnages. On essaie de nous faire croire qu'ils sont très proches, mais leurs relations sont vraiment survolées et je pense que c'est essentiellement dû au fait qu'on essaie de nous résumer 5 ans en 300 pages. Passons à l'univers, il fait un peu l'effet d'un patchwork étrangement raccordé. La magie est extrêmement intéressante, on sent qu'elle est développée. Chaque mage a une discipline dans laquelle il est plus à l'aise. Elle est déterminée à la fin de la 2e année. La magie est extrêmement compliquée dans cet univers et elle n'est vraiment pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas comme dans Harry Potter où il suffit d'agiter une baguette et puis tout à coup vous avez votre souris qui se transforme en verre. Non, là c'est des heures et des heures de travail, de technique et beaucoup d'ennui. Mais ça montre que l'auteur a une vision très claire de la magie dans son univers. On sent vraiment qu'il a travaillé sur cette partie. Mis à part ça, Bright Bills c'est clairement Poudlard avec du sexe. Ça a un côté extrêmement réaliste. Malheureusement, parfois ils vont un petit peu trop dans ce côté réaliste et on en oublie presque qu'ils sont dans une école de magie et qu'ils ne sont pas là pour apprendre de l'économie. J'imagine que c'est pour mieux faire passer ce sentiment d'ennui, qui comme je le répète est vraiment un des thèmes principaux du roman, mais quand le lecteur s'ennuie aussi, je pense qu'il y a clairement un problème. Un autre point un peu dommage, c'est l'absence presque complète d'une société après l'université. C'est-à-dire que les élèves sont formés, mais il n'y a absolument rien qui les attend après. On imagine qu'ils sont formés afin de ne pas perdre ces traditions, cette magie, mais c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait aucun suivi. Du coup les élèves se retrouvent dans le grand monde sans rien avoir à faire et ils tournent plus ou moins fous, encore une fois à cause de l'ennui et du fait que tout leur vient et ils n'ont rien à faire pour ça, ou presque.
Bien, nous allons maintenant passer à la partie qui me tient le plus à cœur. Alors sachez qu'il y a quelques spoilers dans les minutes qui vont suivre, mais que ce sont des spoilers qui concernent les relations entre les personnages et pas l'intrigue en elle-même. C'est-à-dire que les révélations dont je parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je n'en parle absolument pas, donc n'ayez pas de crainte. C'est vraiment les relations entre les différents personnages que je vais aborder. Tout d'abord, sexe, consentement et conséquences. Il y a un rapport assez malsain avec le sexe tout au long du roman. Le plus gênant étant la mise en couple de Quentin et Alice, qui se fait dans des conditions extrêmement douteuses, puisque ça commence par une relation sexuelle à laquelle aucun des deux ne consent, puisqu'ils sont sous un sortilège qui les a transformés en renards, sortilège lancé par un professeur. Sympa l'école. Quentin justifie ensuite son comportement par le sortilège par lequel il avait été touché, ce qui est une raison complètement valable, mais il ne cherche jamais à discuter de ce qui s'est passé et il n'est jamais dit explicitement que cette relation est pas normale. Et vu qu'elle sert de base à la mise en couple de ces deux personnages, c'est quand même assez dérangeant. La seule discussion qui arrive après la scène, c'est Alice qui demande à Quentin s'il l'aime, comme si ça pouvait un petit peu justifier, apporter quelque chose de positif à ce qui lui est arrivé, ce à quoi Quentin répond qu'il ne sait pas. Bon, on ne peut pas lui en vouloir de mentir, au moins. Ils sont ensuite séparés pendant plusieurs jours ou semaines, je ne sais plus. Et quand ils se revoient, la première chose que Quentin fait, c'est l'embrasser, puis déclarer qu'il n'y a plus aucune tension et que tout est parfait. C'est de la magie! Et le pire, c'est qu'il la surnomme Vix. Vix pour Vixen, qui veut dire renarde. Donc en gros, il a utilisé comme surnom quelque chose qui évoque pour la jeune fille un viol. Ce garçon est charmant. Une fois hors de l'école, Quentin se retrouve de nouveau dans cette spirale infernale de l'ennui. Alors, il sort beaucoup, il boit, et un jour, il trompe Alice. Il n'en a aucun regret au début, jusqu'à ce qu'il remarque que la jeune fille l'a surpris et est dans la chambre. Et il réagit alors de manière tout à fait normale, avec culpabilité, jusqu'à ce qu'il puisse rejeter la faute sur Alice. Lorsque Alice décide que, pour se venger, eh bien... elle va coucher avec quelqu'un d'autre. À partir de ce moment, c'est elle qui est entièrement fautive pour tous les problèmes de leur relation. Il en vient même à l'insulter et il l'accuse, littéralement, d'être à l'origine de tous leurs problèmes, comme si leur problème avait démarré à partir du moment où Alice avait couché avec cette autre personne. Du coup, qu'aurait dû faire Alice à ce moment-là? Fuir à toutes jambes et ne plus jamais lui adresser la parole? Retomber dans ses bras sans jamais aborder leur montagne de problèmes? Sortir du bouquin et tabasser l'auteur? Eh oui, c'était la première réponse! Je ne prône pas la violence, même si j'avoue que la dernière est tentante. Maintenant, pouvez-vous deviner ce qu'a fait Alice? Eh oui, elle est retombée dans ses bras sans jamais aborder la montagne de problèmes. Ils se remettent ensemble sans jamais aborder le fait que Quentin l'a négligé, trompé et insulté. C'est ce qu'on appelle une relation malsaine. Passons maintenant au deuxième sujet que je voulais aborder, qui est cette fois un peu plus positif. Un brin de bisexualité. Elliot est le tout premier autre sorcier que Quentin rencontre. I ship it! Quentin développe visiblement une fascination pour lui, mais elle n'est jamais développée, on nous en montre juste les résultats. Du coup, ça semble un petit peu étrange dès que le sujet est abordé, surtout lorsque Quentin découvre Elliot en pleine relation sexuelle avec un autre garçon et qu'il est outré qu'il ne lui ait jamais demandé. Comme il n'a jamais vraiment exprimé avant ça un intérêt quelconque pour Elliot, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et Quentin est définitivement intéressé par la vie sexuelle d'Elliot qu'il mentionne assez régulièrement. Il parle aussi de la beauté des personnages masculins qui l'entourent. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment creusé dans la direction d'une possible bisexualité du personnage. C'est plus difficile de savoir ce qu'il se passe du côté d'Elliot, mais il a une affection profonde pour Quentin qu'il exprime dans une lettre qu'il lui laisse. I know I said I didn't need a family to become who I was supposed to be, but it turned out I did, and it was you. Oh, feels, right in the feels. Mais c'est vraiment super d'avoir un personnage gay sans que son histoire ne tourne uniquement autour de sa sexualité. C'est donc un point positif pour les magiciens. Il fallait bien ça avant d'aborder le gros pavé sexisme et slut-shaming. Le livre est écrit du point de vue de Quentin, qui est aussi chiant que sexiste. On s'en rend très vite compte, car absolument tous les personnages féminins sont sexualisés. On mentionne leurs seins, leurs courbes, avant même de parler d'autre chose. C'est bien connu que les filles sont des paires de seins sur talons hauts. Il aime aussi parler des filles, comme étant petites,
faibles et vulnérables, même après qu'elles aient montré à quel point elles sont puissantes. Elle vient d'exploser un mec alors que tu pleurais dans ton coin. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Et à votre avis, le livre passe-t-il le Bechdel test? Pour info, une histoire passe le Bechdel test si elle contient au moins une discussion entre deux personnages féminins identifiables qui parlent d'autre chose que d'un personnage masculin. Vous pensez que c'est facile? Je vous en prie, essayez. Pauvre larme de désespoir. Continuons. Dès que Quentin voit une nouvelle fille, il veut se la faire. Vous connaissez l'expression se la mettre derrière l'oreille? Eh bien, lui non. Anaïs débarque? Pouf! Le voilà, ravi que Alice soit occupée à faire le service et la cuisine. What the fuck? What the fuck? On a aussi sa réaction lorsqu'il découvre qu'Alice a couché avec un autre mec en réaction à sa propre infidélité. Il va détruire entièrement la chambre du mec en question. Ça me sort par les yeux, ces réactions de violence systématique des mecs en réaction à une tromperie de leurs petites amies après qu'ils les aient eux-mêmes trompées. Et le pire, c'est que c'est toujours les femmes qui doivent s'excuser après, et ça ne change pas ici. Il juge que parce qu'il était bourré lorsqu'il a trompé Alice, ce n'était pas de sa faute, et que donc ce qu'Alice a fait est bien pire. C'est tellement plus facile de blâmer la fille timide et amoureuse. Je passe rapidement sur le fait que lorsqu'il découvre qu'elle est puissante, parce qu'il ne s'est jamais intéressé à elle avant ça, tout à coup il ressent de la fierté, et il parle de son Alice. Non. Je passe aussi sur les 3 personnages féminins tués pour faire avancer l'histoire de Quentin. Et est-ce qu'on aborde la description de Fen? Il parle d'elle comme d'une femme sportive avec des vêtements confortables et non sexy et des cheveux courts. Du coup, sa première réaction c'est de dire « Oh, c'est une lesbienne !» Passons au slut-shaming sur Janet. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le slut-shaming? C'est une pratique qui consiste à humilier, juger, critiquer les femmes qui sont jugées comme ayant trop de partenaires sexuels ou une attitude un petit peu trop provocante ou un look, pareil, un petit peu trop provoquant. Ça contribue à accentuer l'idée que la sexualité féminine est honteuse et devrait rester cachée. Janet donc. Quentin l'imagine en train de coucher avec tout le monde. C'est réellement sa seule caractéristique. Elle couche ou a couché ou couchera hypothétiquement avec tout le monde. On ne sait absolument rien sur le personnage et quand Quentin décide qu'il veut coucher avec elle, dans son esprit, il n'imagine même pas qu'elle pourrait dire non. Non mais c'est une salope en même temps, hein. C'est d'ailleurs elle qu'il va blâmer pour son infidélité, même s'il est allé vers elle. En même temps, elle avait mis une robe sexy pour aller à une soirée. Bien sûr que c'est sa faute s'il a trompé sa copine. Il la décrit même comme un vampire s'attaquant aux relations saines. Une relation saine avec Alice. C'est au point où dès qu'elle interagit avec un mec, Quentin se demande si elle a ou va coucher avec lui. Je tiens à préciser que je n'ai personnellement aucun problème avec le fait que Janet ait ou veuille coucher avec l'intégralité de Bragg Bills. Je trouve juste insupportable qu'on ne sache rien de plus de son personnage et qu'elle soit en permanence insultée pour ça. Je vous passe le reste des détails. Je terminerai juste cette partie sur le moment où il découvre ce qui semble être un cadavre de fille. Et au lieu de s'inquiéter sur la santé de la jeune fille, il décrit avec beaucoup d'émotion sa poitrine apparente. Il pense qu'elle est morte. En conclusion, je dirais que ce livre regorge d'occasions manquées pour faire les choses bien. De nombreux éléments sont en plus plagiés de Harry Potter et Narnia, voire le Seigneur des Anneaux, mais ça peut vaguement passer pour un hommage. Juste pour le Seigneur des Anneaux. Concernant les sujets que j'ai abordés aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, ils sont un petit peu survolés. Ce livre m'a permis de faire une introduction sur les différents thèmes qui me tiennent à cœur. Ils ne sont bien sûr pas tous représentés dans cette vidéo. Mais vous pouvez vous attendre à de nouveaux épisodes qui traitent de sujets liés au respect et à l'égalité. Donc parmi ceux qui me tiennent à cœur, il y a bien sûr, comme vous l'avez vu, le sexisme, le racisme, l'homophobie, je ne suis pas sûre d'en aborder, mais éventuellement la religion. J'essaierai de traiter de ces sujets de façon légère. Aussi, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé du ton et du contenu de cette vidéo afin que je puisse m'améliorer pour les prochaines. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager le message de cette vidéo et jusqu'à la prochaine, restez ouverts d'esprit. Bye!